Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du JTech. Toute l'actualité des nouvelles technologies, c'est chaque semaine sur la chaîne techno.tv. Salut à tous. Siri, le système de reconnaissance vocale d'Apple sur l'iPhone 4S, piraté, hacké par des ingénieurs français. Interview exclusive dans ce JTech. Hollywood contre les pirates. Un projet de loi américain soulève une vague de protestations, on en parle tout à l'heure. Et puis le processeur a 40 ans, c'était en 1971, ça ne me rajeunit pas. C'est vrai, soyez les bienvenus, c'est parti pour ce JTech. Le JTech avec OrangeInnovation.tv, la web TV qui simplifie la vie numérique. Avec Netgear, partagez votre vie numérique en toute simplicité. Siri, le système de reconnaissance vocale de l'iPhone 4S, décidément suscite beaucoup d'intérêt depuis sa sortie. Eh bien ça y est, des hackers, des bidouilleurs français sont parvenus à le mettre à mal. Effectivement, cocorico, il s'agit de la société Applidium, des ingénieurs de talent qui ont réussi donc à rentrer dans les entrailles de ce système si secret d'Apple. Et en exclusivité dans ce JTech, justement, Romain Goyer, qui fait partie de la société Applidium, qui a craqué en fait Siri, nous explique leur exploit. Ce qu'on a découvert, c'est vraiment la façon dont le logiciel Siri sur l'iPhone fonctionne avec le logiciel, la partie du logiciel Siri qui est déportée sur un serveur. En pratique, ce que ça veut dire, c'est qu'on a compris comment l'enregistrement vocal fait par l'iPhone était envoyé et quelles étaient les informations qui étaient récupérées depuis les serveurs d'Apple. Quelqu'un pourrait tout à fait, donc c'est du travail, mais très compliqué, pourrait faire une application Siri sur Android en utilisant en plus la vraie techno qui est derrière Siri, la vraie intelligence qui est sur les serveurs d'Apple. Le problème de ça, donc il y aurait probablement un problème légal, parce que je pense que les conditions d'utilisation de Siri, bien entendu, interdisent de faire ça, mais indépendamment du problème légal, il y aurait aussi et sûrement un problème de chat et de la souris. C'est-à-dire que Apple n'aurait qu'une seule velléité, ça serait de bloquer ce processus-là, et c'est quelque chose qu'ils ont anticipé en pratique. Si on veut faire une application publique, ça voudrait soit dire que les gens qui veulent l'utiliser sur Android doivent avoir un iPhone 4S pour recopier leur propre numéro de série, ce qui serait d'un intérêt relatif, soit quelqu'un pourrait distribuer un numéro de série d'un iPhone 4S qu'il s'est procuré, et là, à ce moment-là, ça serait très facile pour Apple de simplement bannir ce numéro de série-là. Voilà, ils se sont bien amusés, ces ingénieurs français qui ont donc craqué le système Siri. Bon alors on est d'accord, c'est un petit peu technique, mais c'est passionnant tout ça, et si vous voulez retrouver en intégralité l'interview donc de Romain Goyer, interview exclusive, il suffit d'aller sur le site la chaîne techno.tv. Aux États-Unis, une loi contre le piratage sur Internet soulève des torrents de protestations. Effectivement, lorsqu'on regarde aujourd'hui un film ou une vidéo sur Internet aujourd'hui, c'est en streaming vidéo la plupart du temps, c'est-à-dire que vous ne téléchargez pas le fichier, vous le regardez en cliquant sur un lien. La plupart du temps, c'est illégal, malheureusement, et c'est là-dessus que les autorités américaines et les majors veulent taper. Et oui, en fait, ce sont les studios de Hollywood qui sont très énervés, qui ont fait du lobbying pour qu'une loi très sévère voie le jour. Alors cette loi permettrait de fermer purement et simplement n'importe quel site web qui proposerait le moindre petit lien vers un fichier piraté, que ce soit de la vidéo ou de la musique d'ailleurs. C'est-à-dire qu'à côté, notre loi, nous, anti-piratage Adopi, c'est le pays des bisounours, quoi, en quelque sorte. Hein. Ouais. C'est assez amusant parce que, évidemment, il y a vraiment un mouvement de protestation qui est en train de naître sur le web avec des vidéos qui expliquent un petit peu le côté dangereux. Voilà, comme ces images que vous pouvez voir actuellement, voilà. Très pédagogiques, didactiques pour essayer de mobiliser les internautes. Et ce qui est encore plus amusant, c'est qu'il y a des stars qui montent au créneau pour justement défendre tout cela, comme par exemple Justin Bieber, qui a tout simplement expliqué que si demain les liens vidéo en direct étaient bannis du web, eh bien on ne pourrait plus découvrir des stars comme lui, puisque effectivement Justin Bieber, s'il est devenu une star, c'est parce que justement on a pu écouter des chansons qu'il en fait faisait sur Internet avec sa petite guitare. Voilà, donc si on se met à appliquer stricto sensu le droit d'auteur, eh bien il n'y aura plus de Justin Bieber. Ouais. Bon, est-ce que c'est bien ou pas? Je sais pas, regardez, parce que c'était ça Justin Bieber au début. Hein. Eh oui. Très talentueux. Ah bah ouais, je pense bien. Voilà, Justin Bieber à ses débuts. Bon, la loi, il faut le dire, n'est pas encore passée, donc affaire à suivre.
Vous restez là, la suite du JTech sur la chaîne techno.tv dans un instant. On va fêter ensemble les 40 ans du microprocesseur, on a prévu le gâteau. Et puis on découvrira le nouveau service Google Music. A tout de suite. Bonjour, je suis Olivier Bonafou, responsable Netgear France. Aujourd'hui, nous avons de plus en plus besoin de brancher nos appareils en réseau. L'ordinateur bien sûr, mais également les tablettes, les télés, les lecteurs Blu-ray et les consoles de jeux. Malheureusement, et vous l'avez peut-être vécu chez vous, il n'est pas toujours facile de partager une connexion Internet. Pourtant, des solutions simples existent. Avec les boîtiers CPL Netgear, vous pouvez connecter n'importe quel appareil situé très loin de votre box. Ce répéteur Wi-Fi Netgear vous permet d'étendre considérablement la portée de votre réseau sans fil. Les clés Wi-Fi de dernière génération boostent la puissance de vos connexions. Bref, des équipements de qualité pour répondre à tous les besoins réseau de votre vie numérique. On avait iTunes, on avait Spotify, les Américains avaient Amazon, etc. Bref, les services de musique sur Internet, c'est pas ça qui manque. Eh bien, en voici un de plus. Et ce n'est pas l'un des plus petits qui vient de se lancer. Il s'agit de Google Music. Ça y est, Google lance son store de musique à télécharger sur Internet. Un store qui, mine de rien, a un arrière-goût d'inachevé, Jérôme, puisque dans les négociations que Google a passées avec les majors, il en manque une. Oui, il en manque une, effectivement, puisqu'il n'y a que Universal, EMI et Sony, donc il manque la Warner. Bravo, bien joué. Ce qui nous fait quand même 13 000 chansons à télécharger, des chansons qu'on pourra acheter sur son PC, les retrouver sur son smartphone Android grâce à une application. Et puis également, et ça c'est assez innovant, les partager à l'intérieur du réseau social Google+. Voilà, c'est-à-dire que vous allez pouvoir partager une chanson, un ami sur Google+, pourra l'écouter une fois, mais simplement une fois, pour bien sûr éviter le piratage. Alors la question qu'on peut se poser, est-ce que ce service de Google Music n'arrive pas un peu trop tard après iTunes, qui est, on le sait aujourd'hui, le plus gros magasin de musique sur Internet, et puis surtout après les Spotify et Deezer qui commencent véritablement à s'installer sur les smartphones. Mais en même temps, c'est Google, et on est déjà pieds et poings liés avec Google à travers tous les services Google. Si la musique vient en plus, on peut penser quand même que ça devrait marcher. Petite précision, ce service n'est disponible qu'aux États-Unis, il n'est pas encore chez nous en France. Et nous allons maintenant parler d'une chose que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. C'est sûr. C'était en 1971. Que faisiez-vous le 15 novembre 71? Si vous habitiez dans la Silicon Valley, vous avez peut-être acheté le tout premier microprocesseur. Et c'était révolutionnaire. Il s'appelait le 4004. Il comprenait 2300 transistors et il pouvait, écoutez bien, réaliser le score incroyable de 90 opérations à la seconde. C'était révolutionnaire à l'époque. Bon, 40 ans sont passés, Jérôme, et aujourd'hui, ça donne quoi un processeur? Les processeurs, on en trouve partout, pas seulement dans les ordinateurs, mais également dans les appareils photo, les téléphones mobiles, les voitures, les avions, etc. Et c'est pas prêt de s'arrêter. Petit flashback avec Philippe Neubourg, le directeur du musée de l'informatique. Alors en fait, avant les microprocesseurs, il y avait les tubes et puis après les transistors. Et c'est le lancement de la fusée Apollo qui a conduit les Américains à développer l'Apollo Guidance Computer, qui était en fait qui contenait des microprocesseurs faits sur mesure. Et juste après, donc là on est en 69, et juste après en 1971, on voit apparaître le premier microprocesseur commercial créé par Intel, le 4004. Alors il fonctionne à 740 kHz. Les spécialistes comprendront qu'aujourd'hui on est en gigahertz. Il est un microprocesseur à 4 bits et il est capable d'adresser quelques kilooctets de mémoire, je crois 4 kilooctets de mémoire. Donc on peut forcément pas faire grand chose à l'époque, mais on a été capable d'envoyer sur la Lune des fusées avec des microprocesseurs de cette taille-là. En 1971, apparaît enfin le microprocesseur, qui regroupe toutes les composantes sur une minuscule puce. C'est ce qui a permis la commercialisation de l'ordinateur personnel. Les microprocesseurs, c'est Intel. Intel, c'est Gordon Moore, la fameuse loi de Moore, qui nous explique que tous les 12 mois, on va doubler le nombre de transistors qu'on est capable de mettre à l'intérieur d'un même microprocesseur, et donc la puissance du microprocesseur. Et aujourd'hui, un Intel Core i7, il est 1,4 milliard de fois plus puissant que le 4004 dont on parlait à l'instant. Pendant encore au moins 1 ou 2 décennies, on va continuer à voir évoluer les microprocesseurs. En parallèle, Intel et des gens comme IBM travaillent sur de nouvelles générations où on remplacera le microprocesseur peut-être par quelque chose qui ressemblerait plus au fonctionnement du cerveau humain. Aujourd'hui, il faut savoir que les microprocesseurs, même s'ils sont multicouches, en fait, ce sont
plusieurs couches plates sur lesquelles on grave les fameux transistors. Le cerveau humain, lui, fonctionne pas comme ça. Il est en volume. Et à l'intérieur, on a des neurones, des axones et des synapses qui conservent la mémoire. On essaye d'imiter le cerveau humain en organisant les microprocesseurs un petit peu comme les neurones du cerveau humain. Et donc, les gens de chez IBM, par exemple, imaginent qu'en 2050, on pourrait avoir un microprocesseur de 2 litres. Et un microprocesseur de 2 litres permettrait d'avoir l'équivalent du cerveau humain à l'intérieur de la machine. Bon, ben, il ne nous reste plus qu'à nous donner rendez-vous dans 40 ans pour savoir à quoi ressemblera le microprocesseur. Hein ? Il sera là. On va terminer avec une geekerie, les geekeries du JTech. Regardez ça, les caméscopes, si vous êtes amateur de vidéo, ça va vous intéresser. Les caméscopes, de plus en plus, permettent non seulement de filmer, mais également de projeter directement ce que vous avez filmé, grâce à un picoprojecteur intégré à l'appareil. Alors, il y a par exemple ce modèle de Sony, Voilà. qui est pas mal. Hein. Vous avez directement de la prise de vue à la projection en famille. Alors, picoprojecteur, c'est tout petit projecteur. Alors, ce qui veut dire, bien évidemment, qu'il faut être dans la pénombre hein, pour avoir une projection de bonne qualité. Et puis, ne vous attendez pas, bien sûr, à une qualité d'un vrai projecteur professionnel. Mais ça peut dépanner. Alors, autre appareil qui vient de sortir, c'est la société 3e qui vient de mettre sur le marché un tout petit caméscope qui, lui, tient véritablement dans la main et qui a la particularité aussi donc, de pouvoir projeter les images que vous venez de filmer, mais qui, en plus, peut se voir brancher d'autres appareils, un lecteur DVD, un lecteur Blu-ray ou même une console de jeu, donc ça peut devenir un petit projecteur d'appoint. Ça coûte dans les 300 € environ. Pas mal du tout. Voilà, c'est la fin de ce JTech. On se retrouve évidemment la semaine prochaine. N'oubliez pas de retrouver les autres épisodes du JTech et toutes les vidéos de la chaîne techno.tv. Et puis François, on nous retrouve également un peu partout. Sur Orange Innovation TV, bien sûr, sur TLM, sur la TNT à Lyon, et puis bien évidemment sur Dailymotion et YouTube. On vous souhaite une excellente semaine et on sera là la semaine prochaine. Salut à tous. Salut à tous, bye bye. Le JTech avec Orange Innovation.tv, la web TV qui simplifie la vie numérique. Avec Netgear, partagez votre vie numérique en toute simplicité.